Bonjour, je suis Charlotte Poussin, éducatrice Montessori à Lille. J'ai eu la chance de traduire plusieurs livres de Maria Montessori et j'écris des livres sur cette approche, des livres qui s'adressent aux éducateurs, aux parents aussi. Et puis j'écris des livres et des outils pédagogiques pour les enfants pour insuffler un état d'esprit Montessori dans les familles. Aujourd'hui, je suis chez moi à Istanbul où je vis depuis 2 ans. J'ai 5 enfants, dont 4 qui sont confinés avec moi et mon mari. Et aujourd'hui, comme vous allez le constater, nous captons à distance dans une ambiance contrastée puisque le soleil fait des apparitions et les nuages le cachent ensuite. Donc c'est un petit peu on and off pour la lumière. On est en live, c'est les conditions réelles du confinement. Alors, Maria Montessori était une des premières femmes médecins d'Europe, une Italienne née en 1870, diplômée en 1896 et qui a déjà fait des miracles pour être médecin, femme à cette époque-là, c'était extraordinaire. Et elle a enchaîné avec des études de sociologie, de sciences naturelles, de psychiatrie, de psychologie expérimentale, même d'anthropologie et de philosophie. Donc, c'était une femme extrêmement érudite qui parlait 5 langues et qui a dès le départ, eu la vocation de se tourner vers les enfants, et en particulier les enfants en difficulté et les enfants porteurs de handicap. Elle a, pour les faire progresser au sein d'une école d'orthophrénie, utilisé le matériel de Jean Itard et Édouard Seguin, 2 pédagogues français, médecins, qui avaient mis au point un matériel exceptionnel, scientifiquement élaboré, qui était très étalonné de manière à isoler toutes les difficultés pour faciliter l'apprentissage des enfants. Les enfants porteurs de handicap dont Maria Montessori s'est occupée ont fait de tels progrès qu'elle a eu une nouvelle vocation, celle de se tourner vers les enfants non porteurs de handicap pour savoir pourquoi eux avaient des résultats inférieurs. Et donc, elle a cherché une occasion de pouvoir proposer ce matériel à des enfants. Cela lui a été donné en 1907 avec l'ouverture de la première maison des enfants, qui ensuite a inspiré toutes les écoles Montessori de par le monde. Dans cette école, elle avait un espace très lumineux, avec un espace extérieur très important aussi. Les enfants avaient la possibilité de rentrer, de sortir, de choisir leur activité, de travailler sur un espace délimité, soit sur une table, soit au sol, sur un petit tapis. Et ils choisissaient s'ils travaillaient seuls ou à plusieurs, avec l'éducateur ou avec des petits amis. Dans cette ambiance extrêmement détendue, les enfants ont appris spontanément à écrire, à lire, mais aussi à faire des œuvres d'art, à jardiner. Et ils ont surtout développé d'extraordinaires qualités prosociales. Ils sont devenus solidaires, ils se sont beaucoup entraidés et ils ont rapporté chez eux des qualités qu'ils avaient développées dans cette ambiance qui était sans stress, qui était très paisible et très profitable pour leur développement personnel. Il y a une phrase de Maria Montessori qui reflète très bien son état d'esprit, qui est « L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir ». Et la grande idée de Maria Montessori, c'était il faut aider cette source à jaillir, lui préparer un lieu propice, la canaliser, la guider, l'aider. Mais même si on met un barrage, la force d'une source est telle qu'elle rejaillira ailleurs. Et donc, mieux vaut l'accompagner que de l'entraver. Et Maria Montessori avait observé énormément d'écoles traditionnelles et avait été choquée par l'emploi du temps des enfants et la façon dont ils étaient en permanence entravés dans leur désir profond d'apprendre. Elle était convaincue que tous les êtres humains étaient poussés par un élan qui les dépassait et qui leur donnait envie en permanence de s'auto-améliorer. La grande démarche de Maria Montessori, c'était de remettre l'enfant au centre et de le rendre acteur de ses apprentissages. Un enfant acteur, c'est un enfant qui choisit ce qu'il apprend parce qu'il est beaucoup plus motivé quand il choisit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fait tout ce qu'il veut, ça ne veut pas dire qu'il fait tout et n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il veut ce qu'il fait.
Ça veut dire que ce qu'il fait, il le fait avec amour. Et donc, c'est vraiment le plaisir qu'elle souhaitait mettre au cœur des apprentissages. Donc, cette pédagogie Montessori, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la posture de l'éducateur montessorien. Le deuxième, c'est l'environnement, donc la façon dont on aménage la pièce, les pièces, la maison et même l'atmosphère dans laquelle on place l'enfant. Et puis le troisième pilier, ce sont les activités que l'on place dans cet environnement, les activités que l'on choisit de mettre et les activités que l'on choisit de ne pas mettre. Donc c'est un véritable travail en amont de la présence de l'enfant et que l'on doit en permanence réévaluer parce que l'enfant évoluant, grandissant et changeant très vite, il faut tous les 6 mois, tous les ans, se reposer la question, est-ce que les objets qui sont à disposition sont toujours les bons et est-ce que l'environnement est toujours propice? Quant à l'attitude de l'éducateur, dont on peut vraiment s'inspirer en cette période de confinement, elle est constante. C'est une approche très paisible, très sereine, une démarche d'accompagnement. Être confiné, ça n'est pas évident, c'est une épreuve pour la famille. Et si, grâce à la souplesse qui s'instaure dans cette période un petit peu particulière, on en profitait pour rebattre un petit peu les cartes et s'inspirer de la posture de l'éducateur Montessori. L'éducateur Montessori, avant tout, il est humble. Il cesse de se sentir supérieur à l'enfant, il descend de son piédestal et il cherche à comprendre l'enfant plutôt qu'à le rendre conforme. Et c'est avec un grand esprit de service qu'il travaille sur lui-même pour s'accepter lui-même et par conséquent être en mesure de bien accepter l'enfant tel qu'il est. Être éducateur Montessori, c'est aussi prendre conscience du fait qu'on a un véritable rôle d'exemple et que ce n'est pas en faisant la morale ou en répétant les règles, ni même en les affichant au mur, qu'on va transmettre les valeurs que l'on souhaite transmettre. C'est vraiment en les incarnant. Et une bonne manière, c'est de vraiment le considérer comme un invité, d'agir vis-à-vis de nos proches, comme si c'était des personnes qui étaient invitées. Pourquoi est-ce qu'on aurait une attitude plus agréable et plus respectable avec les personnes que l'on voit rarement? Donc là, c'est vraiment une démarche de prise de recul aussi, de respect de l'activité de l'enfant. Et pour ça, il faut prendre du temps pour soi, de manière à être ensuite en mesure de donner du temps à ses enfants. Mais ce n'est pas forcément le plus de temps possible, mais un temps de qualité, un temps où on est entièrement dédié à l'enfant. On peut aussi s'inspirer d'une phrase que Maria Montessori a toujours scandée: « Toute aide inutile est une entrave au développement ». Donc, on fait passer lacet à sa place, on n'étale pas le beurre sur sa tartine à sa place, on essaye d'être moins efficace, mais beaucoup plus dans la transmission pour que l'enfant apprenne, lui, à être efficace. Alors, on peut s'inspirer de cette proposition en cette période de confinement, notamment en réaménageant un petit peu l'espace à la maison. Dans chaque pièce, on peut se poser la question: comment est-ce que mon enfant se sent dans cette pièce ? Notamment dans sa chambre, qui est son espace de prédilection, veiller à ce que les objets soient bien à sa portée, disposés sur des étagères, qu'il n'y ait pas trop de choses, car la surstimulation visuelle n'est pas bénéfique. Il vaut mieux qu'il y ait quelques objets choisis, qui se détachent sur un fond uni, quitte à créer un roulement dans les jeux, ça crée une certaine diversité dans la chambre, mais surtout, on veille à ne pas cantonner l'enfant dans sa chambre. Ce serait un petit peu le confiné dans le confinement. Donc, on veille aussi à ce que dans chaque pièce, il y ait un espace qui soit aménagé pour lui. Vous voyez, moi, dans ma chambre, où il y a aussi mon bureau, j'ai aménagé un petit espace derrière moi là, pour mon fils de 6 ans, mon petit dernier, de manière à ce qu'il puisse travailler sans me déranger et sans que je ne l'interrompe à certains moments de la journée, un peu comme si on était en open space. Donc voilà, créer un environnement propice au libre choix de l'activité de l'enfant, qu'il sache où se trouvent les choses, qu'il y ait beaucoup de choses à sa hauteur dans toutes les pièces et que tout ce qui est dangereux ne soit pas à sa portée. On peut aussi aménager l'environnement en créant une sorte de planning, de planification du temps, de manière à, pour les plus petits, se repérer dans la semaine, et puis pour les plus grands, avoir des responsabilités qui peuvent aller jusqu'à la préparation d'un repas, par exemple. L'enfant sent ainsi qu'on lui fait confiance pour la préparation d'un goûter de A à Z ou pour la préparation d'un repas, si l'enfant est plus grand.
Donc, vraiment, l'enfant se sent très valorisé par cette mission qu'il a et il se sent aussi au service de la petite communauté que forme sa famille et il se donne à fond pour remplir ses petites missions, bien choisies, bien sûr, en fonction de son âge. Tout ça dans une atmosphère très paisible, joyeuse, sans stress. Les outils qu'on propose, cette planification, ou même la poutre du temps que l'on met en place dans le couloir pour que l'enfant repère les semaines qui passent, euh, eh bien, tout ça, ce sont des outils, mais ça ne doit pas cantonner l'enfant dans un emploi du temps trop régulier qu'on suivrait de façon psychorigide. Pour vous donner un exemple, quand on a décidé que dans cette petite semaine en famille, on déjeunait tous ensemble à 13 heures. S'il y en a un, notamment un des plus jeunes, qui est extrêmement concentré à ce moment-là, on ne va pas l'interrompre. On travaille sur les transitions, on le prévient à l'avance. Mais s'il est extrêmement concentré et qu'on pensait faire des maths alors qu'il est en train de faire autre chose, on le respecte. Donc l'approche Montessori, c'est vraiment ce doux mélange entre l'accueil de l'activité de l'enfant et de ses choix, et puis le respect d'un emploi du temps que l'on s'est fixé et que l'enfant s'est fixé aussi ou qu'on a fixé avec lui. Donc c'est cette souplesse dans la rigueur. Le mot de la fin, c'est peut-être de se dire que cette épreuve que nous vivons en famille est une occasion de transformer un petit peu l'atmosphère à la maison, de se rapprocher les uns les autres, de travailler sur tous les autos, c'est-à-dire autonomie, auto-éducation, auto-évaluation de l'enfant, autocorrection, automotivation, autodiscipline, on compte sur lui, mais tous ces autos, de vraiment être conscients qu'ils sont tous au service des collaborations, de la coopération, de la communication entre nous, de cet esprit de collectivité qui se développe en famille, l'esprit de communauté et ce sentiment de co-responsabilité. Et de cette manière, l'enfant sent qu'il est vraiment un maillon très important et qu'il y a des choses qui reposent sur lui. Et à terme, dans la société, ça va être la même chose. Et cette approche Montessori, c'est ça qu'elle cherche à mettre en exergue en réalité. C'est vraiment l'éducation à la paix qui ne peut exister, cette paix, que si chacun se sent co-responsable de la paix de tous. On n'est pas tous là pour être bien dans notre petit confort, on est tous là pour être bien au service d'une communauté qui nous dépasse et qui nous englobe. Donc, bonne méditation en famille sur ce sujet.